Ta mère est une aventurière, le podcast des Daronnes Badass. En fait, j'avais sauté, même pas en parachute, j'avais juste sauté dans le vide sans parachute. C'était ça que j'avais fait. Et que j'espérais tomber dans la mer, quoi. Tu vois, c'était un petit peu ça. Salut, moi c'est Emma. Bienvenue dans le podcast Ta mère est une aventurière. À chaque épisode, je t'embarque aux côtés d'une Daronne Badass. Ici, on parle de vécu, d'aventure, de projet, de maternité. Le tout dans l'énergie de curiosité et de puissance de l'aventurière. J'espère que tu vas te sentir inspirée et enthousiasmée. C'est parti, on y va. La Daronne Badass d'aujourd'hui s'appelle Maëlle. Spécialiste de la concrétisation de ses rêves, elle a ouvert le bal avec un voyage en Inde à la découverte de la danse il y a presque 10 ans. Depuis, il paraît qu'elle est devenue casanière. Comment incarne-t-elle la badass Tomb Raider au quotidien ? Le suspense est insoutenable. Salut Maëlle. Salut Emma. Ça va ? Bah oui. Je suis contente de t'accueillir dans ce premier épisode de podcast, du podcast Ta mère est une aventurière, qui s'ouvre aujourd'hui du coup. Moi j'adore le nom. Tu es une aventurière, alors ça tombe bien. Bah apparemment. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi Maëlle, pour que les gens te connaissent un peu ? Très bien. Te situent. Alors ça va être un peu d'impro là. J'ai pas du tout prévu de dire tout ça. Je suis à la veille de mes 33 ans. Là, aujourd'hui, donc terminé par un podcast cette année, c'est vraiment chouette. J'habite à Brocéliande, en Bretagne, ça c'est fun. J'adore tous mes animaux, j'aime dire ça. Je suis mariée, maman, j'adore créer des business, j'adore rêver, et du coup, j'ai créé plein de choses autour de tout ça. Trop cool. Voilà. Comme ça. Et apparemment, d'après Emma, je suis une aventurière, et je l'ai découvert, et j'étais vraiment flattée. Mais oui, pour moi, tu es carrément une aventurière. Et tu as aussi semé des graines d'aventure dans ma vie. Ah là là. Puisque nous sommes aussi amis dans la vraie vie. Oui, en dehors de depuis longtemps. Ouais. Donc aujourd'hui, Maëlle, on va parler de l'aventurière que tu manifestes. Apparemment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que représente pour toi l'aventurière ? Qu'est-ce que c'est l'archétype de l'aventurière pour toi, ton image d'Épinal, ton idéal, je sais pas, le cliché de l'aventurière pour toi. Alors moi, sans réfléchir, ce qui me vient, c'est Tomb Raider. C'est ça que je disais. Méga badass. Voilà. Ouais, je sais pas. En fait, je connais pas grand-chose parce qu'en plus, je déteste les jeux vidéo. Donc pour moi, Tomb Raider, c'était à travers les jeux vidéo. Mais il y avait ce côté, elle y va. Ça pouvait être impressionnant ce qu'elle fait, mais elle y va quand même. Donc voilà, c'est le mot badass qui me vient pour elle. Et que comme s'il y avait plus du tout de sensation, de distinction entre c'est quoi les hommes et les femmes et qu'on peut faire les mêmes choses. Et du coup, je crois que depuis petite, c'est ça qui m'anime énormément. De pas me dire parce que je suis une femme, il y a des trucs que je peux pas faire. Ok. Voilà. Du coup, je repense à ça. Je repense à moi quand j'avais 8 ans là. Je me disais Tomb Raider, elle me fait rêver. Genre puissante quoi. Ouais, méga puissante. La puissance de la femme. Puis faut pas la faire chier quoi. Moi j'aime bien ça. Elle pose ses limites et Ouais. elle rayonne. Bah ouais, elle inspire en tout cas, je trouve. Voilà. Et elle part loin, elle part dans des endroits inconnus. Après on peut l'imaginer en mode si c'est la psyché ou autre, hein, là c'était en mode réel, mais j'aime bien du coup aller ce côté exploratrice, aventurière, je pense que c'est exploratrice. C'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. Cool. Quelles sont les valeurs pour toi que tu places dans l'aventure, toi dans le fait de vivre une aventure, qu'est-ce qui ressort pour toi dans les énergies, dans les valeurs que ça transmet ? Alors il y en a 5, et ça c'était réfléchi un petit peu avant, même si quand c'était sorti c'était spontané. Alors c'est la curiosité, l'intuition, la folie, le courage et l'ouverture. Je sais pas si tu veux que je les détaille maintenant ou ça va tu peux, ouais. Comme ça nous fera une trame, on verra comment ces valeurs-là ouais. elles se manifestent dans tes différents projets et dans les différentes phases de ta vie. Alors pour moi l'aventure c'est un peu comme les rêves où tu peux avoir des mini-aventures, genre des micro-aventures dans le quotidien, ou alors des immenses aventures, genre tu vas vraiment concrètement jusqu'au bout du monde ou dans les astres, tu peux vraiment aller loin. Mais pour ça j'ai la sensation qu'il y a besoin d'être dans la rencontre
tout cas je repense quand j'étais en voyage, fallait cette ouverture. Si j'étais fermée, il y avait vraiment rien qui se passait. Du coup, il y a ça qui... Ouverture, confiance, quoi. Ça va un peu ensemble. Le courage, dédicace à Tomb Raider. Il y a la peur qui peut être là, mais y aller quand même. Et courage aussi par rapport au regard des autres. Il peut y avoir des dangers physiques, concrètement, mais il peut y avoir du courage de changer les codes, changer la norme, et le courage d'assumer de pas plaire, quoi. Vraiment. Du coup, moi, je mets ça dedans. La folie, ça va être pour le côté fun, en mode... comment dire, mettre du piment, du croustillant dans la vie. Et je trouve que dans les aventures, on peut avoir ce côté, j'ai la sensation, je sais pas, moi je me projette en fin de vie, je crois que ce sera mes aventures que j'aurai envie de raconter, plutôt que les côtés neutres ou fades qu'il y a pu avoir. Non, j'ai envie de ces reliefs, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a la folie. L'intuition, je pense que c'est un peu ma meilleure amie, qui peut m'accompagner quand je le sens ou je le sens pas. Je pense que l'intuition m'aide beaucoup pour les autres, en fait. Notamment pour l'ouverture. Si je sens que j'ai une bonne intuition, un bon feeling, ça va me permettre de m'ouvrir. Ça va me permettre de me dire tiens, je le sens et là je peux faire un truc complètement fou. Ou tiens, je le sens et même si ça me fait peur, j'y vais. Mais du coup, il y a quand même cette intuition que je sens au cœur de moi-même, qui me guide même si j'ai les yeux fermés. Et la curiosité, ça me semble, c'est un peu relié avec l'ouverture, mais de me dire, pareil, qu'est-ce que ça va être si j'ai une posture de curiosité dans la vie. Et je pense que ça va m'amener du jeu et de l'humour avec la curiosité, plutôt que si tout est figé, borné, autant que je reste juste chez moi, quoi, peut-être. Et encore que je fasse pas grand-chose. C'est comme ça que j'imagine, en lien avec ces valeurs, comment ça peut me guider, en lien avec ce que j'ai vécu, de ce que je peux associer aux aventures. Voilà. Chouette. Merci pour cette présentation. Maintenant, si tu le veux bien, on va entrer dans ton récit de vie un petit peu. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par parler de l'aventurière que tu étais quand tu n'étais pas maman. Ouais. Comment ça se manifestait à ce moment-là dans ta vie, et si tu as envie de nous parler de peut-être d'un voyage que tu aurais fait quelque part. Alors, pour l'idée boule à facettes, pour avoir des petites idées de quel type d'aventure j'ai pu faire avant d'être maman, celui que je vais creuser, c'est celui-ci, c'est quand je suis partie en Inde toute seule en sac à dos pour aller apprendre la danse indienne. Donc ça, je reviendrai dessus, mais voilà, ça je pense que c'est le plus énorme que j'ai pu faire. En termes d'intensité, de distance, de tout ça, d'inconnu. Mais sinon après, ça a été le voyage en camion avec mon mari. Et ça, c'était quand même pareil, on avait fait tout un voyage pour voir comment les gens pouvaient vivre de façon alternative. Ça, c'était suite au retour du voyage en Inde. Donc ça, c'était vraiment, vraiment fort. Je pourrais dire aussi mon mariage, de comment se marier alors que ça faisait même pas un an qu'on était ensemble, de faire un mariage absolument pas conventionnel dans la forêt, et un autre mariage où en fait on n'organise rien, et on débarque juste, même sans robe de mariée, pour me confondre les autres mariés par rapport à moi, parce que j'étais vraiment pas bien habillée, et que les invités étaient mieux habillés, et que comment vivre un mariage sans aucune pression, quoi. Et ça pour moi c'était une aventure. Je crois que le mariage à part entière c'est une aventure, ou d'être en couple, ou voilà, d'avoir des projets, en fait, ça peut être ça. Donc ça, ce serait... il y aurait aussi comment j'ai fait l'aventure de vouloir vraiment faire des métiers qui me passionnent. Donc de vivre de la danse, du yoga, d'inventer mon métier sur mesure, même avant d'être maman. Du coup, il y aurait ça. Mais bon, on va parler de l'Inde, c'est ça. Alors, tu veux savoir quoi sur l'Inde? Donc tu es partie en Inde, Maëlle. Eh oui. Pour apprendre la danse indienne. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler de la petite graine de projet? Comment ça t'est venu et comment tu as concrétisé cette aventure, un petit peu le processus, tu vois, même de sortie de zone de confort. Comment, étape par étape, t'es arrivé à la vivre, cette grande aventure? Ok. Eh bien, ça remonte parce que... La vache, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que ce projet...
Waouh. Ah ouais, ok. Donc là, en direct, prise de conscience de la date. Alors, bon, c'était il y a 10 ans. C'était une période de vie vraiment en grosse transition. Une période de vie vraiment pas très sympa. En gros, je m'emmerdais terriblement dans ce que je pouvais faire et je me sentais pas épanouie. Et je me suis dit, attends, c'était quoi mon plus grand rêve? Un de mes plus grands rêves. Et je me souviens que toute mon adolescence, j'avais très très envie de partir en Inde et d'apprendre la danse indienne, comme un immense appel du cœur ou de l'âme ou je ne sais pas quoi. En tout cas très très fort. Et je me suis dit, bon allez, c'est le moment. Vraiment, j'avais aucune attache. Tout ce que j'avais un peu construit, je pouvais vraiment le déconstruire très facilement. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant. Mais j'ai eu la trouille. J'ai eu vraiment la trouille. Donc je me suis lancé un défi à la Tomb Raider. Je me souviens. Je vivais en région parisienne à ce moment-là, mais pas loin d'une petite forêt. Et je vivais seule dans un mini studio. Et je me suis dit, bon attends, est-ce que je veux vraiment partir en Inde? Je pars en Inde que si j'arrive en pleine nuit à partir en forêt toute seule en région parisienne dans un truc pas du tout sécurisé. Je me suis dit ça fait vraiment bien flipper. Si je ressors vivante et que j'y suis allée, je pars en Inde, je prends un billet quoi. Et je l'ai fait. Mais j'ai eu la trouille, hein. Et je me trouvais très très con hein, aussi hein, à faire ça. Mais je sais que c'était la méthode tête brûlée. Voilà. C'était en mode d'aller challenge sur challenge. L'Inde me fait peur, viens, je vais me faire encore plus peur quoi. Tu vois, voilà. Je sais pas si je referais ça. Mais de partir dans la forêt bah je sais pas si je continuerai à me lancer des défis aussi cons. Mais sinon... Okay. Mais n'empêche que ça m'a donné la niaque en fait. Ça m'a donné une... En fait je me suis sentie vraiment vivante en faisant ça. Et après comme je sentais que j'avais peur, je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'être très bien entourée. Donc je sais plus, parce que c'était il y a 10 ans, donc je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé exactement. Mais je me souviens de moments clés. Bah, déjà, t'étais là, donc j'en parlais beaucoup avec toi. En fait, j'essayais déjà d'avoir un écosystème qui soutient les projets un peu tarés. Voilà, déjà, c'était ça. Donc il y avait toi, mais je me souviens que par exemple, le billet d'avion, je l'ai réservé avec une amie à côté de moi. Tu vois, pour des moments comme ça, je voulais vraiment pas être seule. Le billet d'avion, parce que t'es partie une première fois en Inde. Ouais. C'était le billet d'avion pour cette première fois? Je sais plus. Okay. Je sais plus. Il y a eu un moment... Je confonds un peu entre les deux, parce qu'il y avait que quelques mois d'écart. Ouais. Et j'ai dû aussi affronter, parce qu'après quand je l'ai dit, parce qu'en fait oui, je suis partie une première fois seulement 3 semaines, parce qu'à ce moment-là j'étais directrice de centre de loisirs. Et donc j'avais juste les 3 semaines de vacances. Et je me suis dit, tiens, je pars 3 semaines. Et je me suis dit, bon, je connais personne, mais je pars 3 semaines et j'ai juste mon billet d'avion, un sac à dos, la première nuit d'hôtel réservée. Mais sinon, après, je connais personne. Et je sais juste que je vais trouver un maître à danser. C'est tout. Déjà, c'était énorme. Enfin, je veux dire, ce pas-là, il est gigantesque, quoi. Ouais. Si, j'ai fait quand même un truc, pour le coup, très intelligent, je crois. C'est comme j'avais très envie de partir là-bas, je me suis dit, attends, j'y connais vraiment rien. De tous les retours que je pouvais entendre, c'est que pour les femmes toutes seules, c'était peut-être pas forcément toujours très sécurisé. Et je me demande si c'était pas par ma mère, qui était très flippée que je parte en Inde, qui m'avait conseillé un livre d'une danseuse française qui était partie en Inde. Et j'ai beaucoup aimé le livre et j'ai contacté cette personne. Et je lui ai juste dit, bah voilà, je vais partir seule pour trouver un maître à danser, c'était la seule info que j'avais. Mais quels sont les codes qui pourraient m'aider pour me sentir en sécurité? Et là, elle m'avait donné 2-3 conseils formidables. Vu qu'elle avait fait, elle avait déjà réalisé le rêve que je voulais vivre. Elle m'a dit de toujours m'habiller de façon traditionnelle. Là où j'allais partir en Inde, il y a des endroits qui sont plus occidentalisés, mais là, moi, c'était plutôt traditionnel. Du coup, toujours avoir les épaules cachées, une tunique pour cacher le bassin, les fesses, la poitrine, pas de décolleté. De jamais serrer la main à quelqu'un, mais toujours faire le signe de namasté, les mains jointes. Et quand j'allais être en cours de danse, de jamais montrer ma plante des pieds, parce que sinon c'était un signe d'irrespect. D'accord. Et donc, ça quand même, ça m'a... J'avais toujours comme des mantras, quoi. Ces petits conseils pour partir. Et ça m'a vraiment aidée, parce que le côté française plus danseuse, très rapidement on pouvait faire une association égale fille facile ou prostituée. Donc elle m'a dit aussi, dis pas que t'es danseuse. D'accord, ok. Donc c'était très précieux, vraiment, ces conseils. Et sinon j'y suis partie, mais vraiment complètement
naïve et inconsciente, et heureusement, parce que je sais pas sinon si je l'aurais fait de cette façon, vraiment. Donc je suis partie, et en fait ça a été un choc pour moi d'arriver là-bas. Je me souviens que je crois que je suis restée 2 jours dans la chambre d'hôtel, impossible de sortir pour moi. Trop de bruit, trop de nouvelles infos, trop de nouveaux codes, et connaître personne. En fait, j'avais sauté, même pas en parachute, j'avais juste sauté dans le vide sans parachute. C'était ça que j'avais fait. Et que j'espérais tomber dans la mer, quoi. Tu vois, c'était un petit peu ça. Et là, vraiment, j'étais guidée par mon intuition, parce que j'avais 2-3 villes peut-être en tête, et surtout, en fait, il y a même des endroits où ça me fait comme des blackouts, je sais plus rien. Je sais plus ce qui s'est passé tellement il y avait trop d'infos, je crois. Et c'était un choc. Mais une sensation d'être passée comme dans un tunnel dans ce voyage, de pas comprendre, je me retrouve à telle gare pour arriver à prendre tel bus, ça dure 7 ou 9 heures le trajet en bus, où franchement c'est taré, les trajets là-bas, et à chaque fois de me dire bah ça se trouve je peux mourir dans la seconde, et en même temps je voyais un singe, j'étais trop contente. Je me souviens, c'était fou, je croyais que j'étais dans un film. Et ça a fait tout ça, il y a eu 2-3 moments où j'ai franchement craint pour moi, et je crois que j'ai eu une chance immense pendant ce voyage. Franchement, si c'était à refaire, je partirais pas de façon aussi en mode borné. Je fonce et je réfléchis après. Je crois que je réfléchirais un petit peu plus maintenant. C'est peut-être le coup de vieux, hein, en même temps, je sais pas. Et arrive jusqu'au moment où j'arrive à Chidambaram, donc c'est au sud de Pondichéry, à 60 km au sud. J'arrive dans le temple de Shiva, à Chidambaram. Et là, je sais pas, c'est comme si, comme dans les films, quand on va entendre un son en mode Alléluia, je sais pas quoi, un truc comme ça, ouais, tu vois, avec la lumière et tout, tu vois, un peu tout ça. Et là, j'arrive devant la statue de Shiva qui était juste incroyable, avec la cérémonie, enfin vraiment, les cérémonies hindoues, c'est quelque chose, quoi, vraiment, c'est fort. Et en même temps, je connaissais pas les codes du tout. Et arrivé à ce moment-là, je sais plus si je crois que ça se fait à ce moment-là, il y a un brahman qui vient me voir, qui parle anglais. Je lui dis de façon très naïve que je cherche un maître à danser. Et il me dit, bah il y en a une au coin de la rue là-bas qui est reliée au temple. Moi je me dis, bon bah c'est bon, c'est tout ce que j'ai demandé, donc je suis au bon endroit. Donc je vais voir ce maître à danser, qui était une femme de 85 ans, une ancienne Devadasi, donc des danseuses de temple. C'était l'une des dernières. Et c'était elle qui allait me former. Et dès le lendemain, j'ai fait les cours. Je me sentais vraiment à ma place. Et donc j'ai décidé qu'en rentrant, j'allais démissionner et que je repartais pour 6 mois pour me former complètement et être danseuse. Là, c'était la première étape. Waouh. C'était c'était dingue. Vraiment dingue, comme si j'étais guidée par une lumière intérieure pour tous les endroits où je devais aller et ce que je devais faire. Alors que d'un point de vue rationnel, mais c'était incompréhensible. T'étais dans cette ouverture en fait aux propositions de la vie et à ton intuition, quoi. C'est ça, et comme si j'avais posé une intention si forte, comme quoi en fait il n'y avait pas le choix. Moi, mon objectif, ma mission, c'est de trouver un maître à danser, donc j'allais le trouver. Et que si ça venait à moi, c'est que c'était bon. Donc tu vois, une immense confiance en mes rêves, quoi. C'était vraiment ça. Et après, j'essayais juste d'éviter, de limiter les dégâts. Mais en même temps, dans ce que tu racontes, même le fait de partir dans la forêt toute seule, tout ça, enfin tu vois, c'est comme si tu partais dans ta valise l'audace et le courage que t'avais mis en place pour ce projet qui peut paraître un peu fou, un peu débile, enfin tu vois, avec le recul, mais en fait pas du tout, enfin je trouve... Non, je parle en tant que maman maintenant, je crois. Ah oui. Tu vois, j'imagine s'il y a ma fille qui veut faire ça, moi je serais un peu comme ma mère, je crois. Ah ouais. Peut-être pas autant, mais de l'avoir vécu de l'autre côté, et de savoir tout ce que ça peut impliquer. Maintenant, je parle comme ça. Tu m'aurais interviewé direct après le voyage, je pense que j'aurais pas tous ces filtres comme maintenant, tu vois. Ouais. Oui, évidemment, il y avait l'audace, et en même temps, je vois à quel endroit ça aurait pu déraper à plein de moments. Et en même temps, c'est dingue tout ce que ça a pu m'apporter, donc est-ce que je voudrais empêcher ma fille de faire ça? Je sais pas, mais on est déjà dans le après, mais en fait, ça a eu une influence sur ma vision de l'aventure. Maintenant, quand même. Je le sens. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé sur ta vision de... Enfin, comment ça a influencé ta vision de l'aventure? Comment y aller peut-être avec un tout petit peu plus de
de conscience du danger. Et comment sauter en parachute, en fait. Ok, tu peux sauter parachute, c'est quand même pas mal, hein. Oui, quand même. Non, il faut... Hein Mais il y a un parachute. Et pas juste sauter sans filet. Je crois que c'est ça qui va changer. Mais... Je dirais que c'est ça. D'accord. Et tu veux la deuxième partie de l'Inde, quand j'y retourne ou... Ouais. Tant qu'à faire. Que je suis retournée en France. Donc t'as démissionné. J'ai démissionné, j'ai travaillé un mois. ton appart. Rendu ma voiture, mon appart, passé mon chat à mes parents. Et ensuite, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pour faire ce voyage. Et je me suis dit, mais c'est pas l'argent qui va m'empêcher de voyager quand même. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais absolument pas d'argent. J'avais de l'argent pour le voyage en août. J'étais partie pendant les 3 semaines en août, là, ce que je viens de raconter juste avant. Mais j'ai démissionné. On peut pas dire que je sois quelqu'un qui anticipe beaucoup, point de vue argent. Ça a peut-être changé, hein. Peut-être que... je sais pas. Je pense sincèrement que l'argent bloque pas les rêves et les projets et les aventures. Donc j'ai fait appel à ma créativité. Comment voyager, réaliser mon rêve sans argent. Et c'est là qu'est venue l'idée du financement participatif. Et comme j'étais partie 3 semaines, je savais quel était le coût de la vie là-bas, réellement. Je crois que j'avais juste l'argent pour payer le billet d'avion. Okay. Je sais même plus exactement. Mais par contre, sur place, pour vivre 6 mois, en gros, j'ai eu 1 200 € de la cagnotte, du financement participatif. Et ça m'a permis de vivre 6 mois en Inde. Ouais, ok. C'est quand même dingue. Enfin, ça coûtait vraiment pas cher. Et puis je faisais très attention. Là, pour le coup, je faisais très attention. Je voulais vraiment que ça dure 6 mois, que j'ai vu mon truc jusqu'au bout. Donc, j'ai fait ça. Et quand j'y suis retournée, eh bien, le brahman avec qui j'avais été en lien m'avait déjà réservé un appartement à côté du temple et du maître à danser. Et en fait, une immense maison qui me faisait vraiment flipper. Je me sentais vraiment pas en sécurité là-dedans. En même temps, je trouvais ça sale. Sale en mode... je me suis fait envahir par des cafards, tout ça. C'était et j'ai vraiment la phobie de tout ça. Donc c'était vraiment rude. Et je sais que c'est pas comme ça partout en Inde. Parce que j'étais ailleurs et non, c'était cette maison-là, il y avait vraiment un truc. Et en gros, le rythme, c'était le matin, je me levais assez tôt, alors que pour les gens qui me connaissent, j'ai vraiment du mal à me lever. Je me levais tôt, j'allais au temple, je marchais, je me faisais comme un petit rituel toute seule. Je suivais pas d'enseignement religieux ou spirituel, mais juste moi, d'être dans les énergies des lieux, ça me faisait quelque chose. J'ai énormément réfléchi sur moi. Après, j'allais à mon cours individuel de danse, c'était du Bharatanatyam. Et... Donc là, t'étais toute seule avec la prof. Toute seule. Mon premier cours a duré que 15 minutes. Ok. C'est tout. Parce que c'était du béton, le sol de la salle de danse. Et le Bharatanatyam, on tape avec les pieds à fond. Mais je pensais pas que je pouvais avoir des bleus aux pieds. Enfin, c'était vraiment horrible. Et mon maître à danser ne parlait pas anglais. Ok. Donc il a parlé, comme on dit, tamil ou tamoul, selon si on dit en anglais ou en français. Comme tout se confond un peu quand j'étais là-bas. Et donc il y avait juste la communication du corps et de la musique et du son. Donc ça c'était chouette. Bon, elle était vraiment rude, hein. C'était vraiment à l'ancienne, pas du tout les valeurs pédagogiques que je peux prôner. Absolument pas. Après je retournais au temple après le cours de danse, je mangeais, je faisais une sieste, j'ai dessiné beaucoup, j'écrivais beaucoup, j'avais écrit un blog sur tout ça. Et le soir, je retournais au cours de danse, mais là, c'était les enfants qui m'apprenaient à danser. En fait, je regardais les enfants danser. Et ensuite, j'allais dans une pièce à part, et des enfants de 7 ans, 6-7 ans, les plus grands 10 ans parfois, mais c'était surtout les plus petits, ils m'apprenaient les pas de base avec les chants qu'elle avait avec et tout. Et ça, c'était mes meilleurs moments. Ça, c'était parfait. Et les autres meilleurs moments, c'est la nourriture. J'aime tellement la nourriture indienne. Et ça me manque terriblement, ça. Donc ça a duré plusieurs mois, de cette façon. Après, il s'avérait qu'il y avait des magouilles entre le brahman, le maître à danser. Il y avait comme un petit truc un peu malsain, on va dire, en lien avec les Européennes qui pouvaient débarquer.
Et là où j'étais contente, c'était que je m'étais liée d'amitié avec une famille indienne, une femme qui s'appelle Anita, qui avait quelques années de plus que moi, mais qui avait ses parents qui vivaient à Chidambaram, mais elle était allée partie étudier à Londres, aux États-Unis, tout ça, et donc on parlait en anglais très facilement, et sa famille était devenue vraiment un peu comme ma famille aussi. Et quand ça a un peu tourné mal avec le brahman qui avait des très mauvaises intentions envers moi, mais ils étaient là, et c'est le moment où tu es venu me rejoindre aussi en Inde. Et ça, je trouve que c'était un sacré moment d'aventure. Ce moment où il fallait aller reprendre mon pouvoir. Ok, mon rêve c'était la danse, mais c'était dangereux pour moi d'être là-bas, dans ce milieu-là, avec ces gens-là. Clairement, le danger c'était qu'ils voulaient me violer, quoi. Donc fallait que je fasse très attention à ça. Et après, j'ai changé mes plans et j'ai continué de me former à la danse, mais à Pondichéry. Donc c'était plus le Bharatanatyam, mais l'Odissi. Et ça m'a amené ailleurs, mais le voyage continuait, l'aventure était là, et je suis contente d'avoir changé d'axe sur mon rêve, de me dire, ah oui, bon, déjà j'avais appris vraiment les bases qu'il fallait pour pouvoir avoir les bases de la danse indienne, et j'avais fait vraiment une formation accélérée, donc c'est comme si j'avais atteint mon quota, et maintenant, maintenant je veux quoi vraiment, quoi. Donc il y a eu ce côté un peu guerrière, quoi, qui est venu en plus dans ce voyage. Le côté justement puissance de Tomb Raider en mode on te marche pas sur les pieds, quoi. Oui, et puis avec la force de l'entourage, tu vois. Le fait que tu m'aies rejoint pour des vacances à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Le fait qu'il y ait Anita, sa famille, de se sentir soutenue, je pense que j'aurais peut-être pas eu autant la même puissance seule. J'aurais pu me sentir découragée. Et là, il y avait comme un truc, une niaque qui revenait. Quelque part, t'avais quand même reconstruit un écosystème, quoi, là-bas, avec justement avec Anita et sa famille. Oui. Pour te soutenir et te permettre de te sentir en sécurité. Oui. Ouais, il y avait ça. Et après, on a plus bougé par Pondichéry, et c'était quand tu étais là que j'ai rencontré mon mari. Ça valait bien le coup de partir là-bas. Donc c'était chouette. Et après, pour clôturer le voyage en Inde, je suis partie un mois au Népal pour clôturer tout ce voyage. Et c'était fort parce que ce voyage en Inde, ça a été un grand passage initiatique pour moi. D'être dans un pays autant avec des codes si différents de la France. Ça m'a posé plein de questions sur l'amour, parce que là-bas il y a encore beaucoup de mariages arrangés, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de liberté et de tout ce que je pouvais faire en tant qu'étrangère en Inde, et comme on voit les étrangers en France. Il y avait un peu tout ça, beaucoup de réflexions qu'il pouvait y avoir. Et ça a été un énorme tremplin professionnel pour moi aussi, parce que de revenir avec toute cette richesse de la danse indienne, de ce voyage-là pour mes projets professionnels en lien, parce que j'étais déjà prof de danse avant, et en plus quand je suis partie en Inde, on m'avait commandé un spectacle. Donc c'était mon vrai fil conducteur pendant tout le voyage de création de spectacle, de récolter des choses, donc je crois que moi c'est de cette façon que j'aime vivre les aventures, c'est quand il y a de la créativité avec un fil rouge, pas juste c'est complètement vague. En fait c'est déjà si énorme de partir loin en aventure que si j'ai pas un axe, moi je suis complètement perdue, ce que j'ai un peu vécu après avec le voyage en camion. Mais donc ça je pense que c'était un gros point fort de mon aventure, qui est le fil rouge. Le fil rouge, un énorme phare, et que même quand je me perds, je peux me recentrer sur ça, quoi. T'as pas ressenti de pression par rapport au fait d'avoir ce spectacle commandé C'était une bénédiction pour moi. D'accord, ouais. Même si je l'ai créé qu'en 3 semaines. Mais c'est pas vrai. Je m'y suis mise vraiment concrètement à tout structurer à mon retour en France, et que voilà, dans 3 semaines il doit être prêt le spectacle, donc filmé. Mais en même temps j'étais vraiment en téléchargement, en infusion pendant tout le séjour avant. Non, je crois que c'était vraiment une bénédiction, parce que sans ça, avec les rebondissements que j'ai eu pendant tout le voyage, les coups de blues aussi qu'il y a pu avoir, les doutes, il y avait quand même plein de trucs. Et je crois que mon ego m'a énormément aidée aussi pendant le voyage, parce que j'ai bien vu, rien que mon tout premier test au mois d'août, les 2 jours dans la chambre d'hôtel là où je suis restée là, si j'avais pas eu mon ego en mode si j'avais pas mon ego présent,
je serais retournée en France direct. Tellement c'était inconfortable, flippant. Et mais mon ego il me disait attends, t'as dit à tout le monde ça allait, tout le monde t'a dit que ce serait pas possible et fou. Et ben tu vois, je voulais prouver le contraire à ce moment-là. Du coup, souvent on peut critiquer l'ego ou tu vois tout ce côté-là, et là franchement non, c'était trop bien. Ça t'a amené finalement à dépasser justement tes peurs et à à un certain courage, quoi. Exactement. Ouais. Trop bien. Oui, mais tu vois, ça fait 10 ans là, et j'ai la sensation de pas encore avoir intégré tout le voyage. Par exemple, là tout de suite, je me sens toujours pas prête de retourner en Inde. Ça a été tellement fort que après j'ai continué à créer plein d'autres versions de ce spectacle, et il y a encore, mais ouais, c'était vraiment un avant-après, comme je disais, un passage initiatique qui a pas fini d'infuser, quoi. Donc c'était extrêmement puissant, j'ai même pas encore tout capté ce que ça a fait ce voyage sans moi. Je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression de commencer à pouvoir exprimer moi mon voyage en Mongolie. Ouais, par rapport à la Mongolie. Cool. Et donc tu es revenue de ce voyage en Inde avec un mec qui est devenu assez rapidement un mari. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait avec... Donc vous avez fait un voyage en camion? Ouais, un voyage... d'ailleurs, d'abord fallait rénover le camion. J'étais très très mal en revenant en France. J'ai eu une grosse dépression. D'accord. Je trouvais plus ma place en France, je me sentais plus bien en France. Quand vous êtes revenu en France, vous étiez en Île-de-France? Ouais. D'accord. Je suis retournée chez mon père. Ok. À ce moment-là. D'accord. Mon père qui était malade et vraiment pas en bon état. Notre relation était pas fun, vraiment pas. Et en plus, j'ai eu comme énormément de jugements et de rejet aussi de la part de personnes que je pouvais considérer comme mes meilleures amies. Où il y a eu des coupures, ils me trouvaient plus pareil, que je pense que tout ce côté indépendante que j'ai pu avoir et toute cette puissance et que moi ce voyage il m'a amené à sentir beaucoup plus quels étaient mes besoins. Que par exemple avant ce voyage j'avais très peur de rester toute seule. Du coup parfois j'étais même avec mes amis juste pour ne pas être toute seule. Alors que peut-être j'avais besoin d'être seule, mais la solitude je connaissais pas. Et ce voyage ça m'a appris tout ça, ce qui fait que quand je suis rentrée et que des amis qui étaient encore dans cette dynamique de on est ensemble et on se raconte tout, et en fait moi j'étais plus dans ça. Vu qu'en voyage j'avais pas quelqu'un constamment à qui raconter vu que je suis partie seule, moi j'écrivais beaucoup. En fait ça me suffisait, j'avais plus besoin d'exprimer au monde tout ce qui se passait intérieurement. Et donc j'ai des amis, vu que c'était des amis depuis que j'étais petite, où on s'est construite un peu ensemble, et il y a des trucs, des liens un peu chelous qu'on peut se construire aussi. De dépendance. De dépendance, ouais. Et comme j'étais plus dépendante des relations, ça a pas plu, et du coup il y a eu vraiment des ruptures avec des amis qui voulaient plus être amis avec moi. Parce que j'étais, elles arrivaient pas, et je crois que c'est maintenant comme ça que je pourrais définir, elles n'arrivaient pas à me voir en mouvement. Parfois on peut avoir ça avec les gens, on aime les gens quand on leur met une étiquette et qu'on les aime bien que d'une certaine façon. Alors que moi, avec ce voyage, j'ai capté que en fait je serais tout le temps en mouvement, et mes amis seraient ceux qui parviendraient à me réinventer. Et vu que je me réinvente souvent, ceux qui arriveraient à suivre ce flow, quoi. Sinon, tant pis, bon. J'ai pas besoin d'amis. J'adore être avec des amis, mais j'en ai pas besoin. Et ça, c'était la grande nuance. Donc il y avait ça, plus donc d'être chez mon père, de juste intégrer tout ce voyage qui était énorme. Et je me suis dit, attends, je me sentais vraiment bien en Inde et au Népal, même si c'était rock'n'roll. Comment ça se fait qu'en France, où c'est très confortable, je me sente aussi mal? Et je me suis dit, faut voyager en France. Faut que je voyage en France pour me sentir bien dans mon pays. Parce qu'en même temps, en Inde, je savais que je voulais pas vivre en Inde. Et du coup, où est-ce que je me sens chez moi, quoi, vraiment. Vous êtes relancée dans une aventure, et oui. Mais à domicile. C'est ça. Un peu. C'est ça. Et ça a encore secoué pas mal de monde dans mon entourage. Que je partais en camion, on était beaucoup sur une dynamique de décroissance. J'ai cru que j'étais minimaliste, mais alors pas du tout. Vraiment pas du tout. Du coup là, mon mari dit qu'il s'est fait avoir. Parce que lui, il adore le minimalisme, mais pas moi. Et c'était intéressant parce que on peut voir même sur Instagram c'est quoi la vie en van ou en camion, et c'est vrai que ça fait rêver de voir je dis pas, franchement les premières fois de se dire on peut dormir n'importe où, j'ai une sensation de liberté immense, mais
au bout d'un moment, j'avais pas un axe aussi fort que la création pour Voyage en Inde. Et moi, je me suis perdue. Il y avait plus trop de sens dans ce que je faisais. Et finalement, on était en camion, mais on a commencé par la Bretagne et la forêt de Brocéliande. Et alors qu'on était en nomade et qu'on s'imaginait vivre des années en tant que nomade, arrivé dans la forêt, je me suis dit, mais en fait, c'est chez moi ici. C'est vraiment... Et donc, on a pu continuer à voyager, mais il fallait qu'on ait acheté une maison avant. Et donc, on a trouvé une maison. Je pensais pas qu'un jour je pouvais être propriétaire, mais là encore, on a été vraiment guidés, mais ce sera encore toute une autre histoire. Mais tout ça pour dire qu'après, on est arrivé à Brocéliande, dans une magnifique maison, à mon goût en tout cas. Et pareil, ça m'a guidée et ça m'a donné un axe en fait. Le voyage en camion et le voyage en général, d'être tout le temps en mouvement. Moi, d'être autant en mouvement, ça m'enlevait de l'ancrage. Et du coup, j'avais besoin d'un lieu pour consolider, créer et rayonner, un peu comme un quartier général. Et après, je peux bouger ailleurs. Mais ma question était, est-ce que j'en ai encore vraiment envie de voyager comme ça, ou est-ce que j'ai pas eu ma dose? Voilà, Et là, c'est encore une question qui est présente pour toi? Ouais, je crois qu'en fait, je suis très casanière maintenant. Mais ça pourra changer dans 2 ans. Mais en ce moment, c'est ça. Mais c'est génial, enfin tu vois, même dans cette façon que vous avez eue de trouver votre maison, je trouve que c'est l'aventure quoi, enfin c'est vraiment justement dans les valeurs que tu disais tout à l'heure, la curiosité, le courage, la folie, l'ouverture, l'intuition, enfin c'est vraiment, je trouve que ces valeurs elles ont été hyper motrices finalement pour que vous ayez, enfin vous suiviez votre intuition pour tomber sur cette maison et puis accepter en fait que ce soit une proposition de la vie et puis avoir le courage de vous lancer dans ce nouveau projet. Enfin, je trouve que c'était hyper fort aussi quoi. Enfin, c'est complètement différent d'un voyage en Inde et en même temps mais complètement tout aussi l'aventure fort, hein. aussi. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour sentir l'intensité de l'aventure. Complètement. Non, et c'est moi ce que j'ai vraiment envie d'explorer là, c'est vraiment comment on incarne l'aventurière n'importe où finalement, et c'est plus une façon de voir la vie et de mettre en place des projets que de kilomètres. Enfin, oui. Mais je sais pas si ça te fait ça pour toi, en tout cas en t'entendant ça me fait ça. Toi t'es parti en Mongolie, moi en Inde on a fait quand même quelque chose d'assez extrême. En tout cas dans les façons dont on l'a fait, parce que je crois qu'on peut partir en mode voyage organisé, ça fait pas la même chose. Mais est-ce qu'on avait besoin de partir aussi loin, en mode allez ça c'est fait, on sait ce que ça fait de faire ça, pour se dire il n'y a pas besoin d'aller aussi loin et maintenant on peut le faire là. J'ai aussi l'impression, enfin moi, d'avoir, je sais pas comment dire, tu vois, mais c'est comme si ma jauge de l'aventure, elle était à mi-chemin avant, et du coup je l'ai montée en allant en Mongolie, et maintenant j'ai un peu touché ce que moi je voulais mettre dans l'aventure, et j'arrive à enfin, c'est comme si maintenant ça pouvait se diffuser de manière beaucoup plus large. Oui. Et j'ai eu besoin en tout cas de sentir cette aventure physiquement, quelque part, tu vois. Ah oui. Pour pouvoir l'incarner comme une façon d'être. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Si. Et, bah, c'était plus un concept, hein. C'est ça. Tu l'as... Non, c'est ça, c'est... c'est du vécu, quoi. Ouais. Le côté, ouais, vraiment le vivre dans son corps, quoi. Ouais. Paul. Est-ce que tu veux nous parler de cette autre aventure que vous avez vécue ensuite, qui est d'avoir un enfant? Oui. Alors, donc, de quelle façon je vais en parler? Parce que je sais que toi, tu es avec l'axe aventurière en tant que maman. Alors, donc j'ai 2 filles. C'est plus comment ça a été une aventure pour toi de la maternité, quoi. Oui. Et c'est quoi les liens que je peux faire avec ça? Je sens que ce qui m'a vraiment beaucoup aidée avec le voyage et le côté aventurière avant d'être maman, ça m'a vraiment complètement fait une énorme expérience de je n'en ai rien à faire du regard des autres. Ça, c'était énorme. Parce que on n'a pas forcément fait les mêmes choix que nos familles et de certains amis pour comment on a envie d'élever nos enfants, quoi. Et
Et ça, bah pareil, hein, le regard, les critiques, ça pouvait être là. Mais c'est comme si j'avais déjà été habituée à ça. Et du coup, ça avait pas le même impact et que j'étais vraiment, non mais je m'en fous, je fais comme je veux en fait. C'est fou. Donc en fait, j'ai senti toute cette puissance qui était là. Et j'étais très contente d'avoir eu ce côté aventurière avant. Je pense qu'on a toutes des chemins différents, mais dans mon cas, j'étais très contente d'avoir connecté à cette puissance avant d'être maman pour être en mode lionne ou louve à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment génial. Je pense que pour la maternité, ce qui m'a accompagnée le plus, c'était l'intuition, de vraiment sentir comment ça se passait, de ce que je sentais, de ce qu'il fallait que je fasse et tout, et la curiosité de découvrir la relation avec mon enfant. Parce qu'il y a Azélie, qui a 4 ans aujourd'hui, et qui était un bébé qu'on dit aux besoins intenses, donc avec énormément de besoins, très collés, très totale fusion. Et je m'attendais pas à ça à ce point-là, et du coup j'ai dû me laisser surfer sur ce qui se présentait comme énergie avec elle, et de pas forcément répondre à ce qu'on me dit, si je voulais dormir avec elle, je dors avec elle, si je veux allaiter 3 ans et demi, je le fais, si finalement je change d'avis, je voulais couches lavables, en fait je fais couches jetables, rien à foutre, tu vois, c'était... Parce que après on peut se sentir enfermé dans n'importe quel choix qu'on peut faire, et du coup moi ce que j'aime bien c'est montrer que mes choix ils sont jamais arrêtés, quoi. Qu'il y a une direction à un moment et qu'on peut rechanger à chaque fois. Donc ça c'était bien. Et l'autre aspect c'était avec Solange, ma deuxième fille qui est décédée, et du coup ce rapport au deuil périnatal, je crois que le côté aventurière m'a encore plus aidée pour cette étape-là, dans le sens où, comme avec tout ce côté aventurière, j'avais dit que j'avais connecté à mes propres besoins, que j'avais déjà écrit un blog, donc en fait déjà exprimé des choses que je pouvais ressentir par écrit, ou je sais pas, juste en mode bon, franchement c'est une sacrée aventure, hein. Le deuil périnatal c'est un truc assez costaud, et comment dire, je me suis beaucoup exprimée sur Instagram. J'avais créé un compte pour décrire tout le cru de ce que je vivais, parce que c'était quand même une aventure taboue, quoi. Ça. Oui. Et du coup, de dire, bah moi, c'est ça que je ressens, c'est comme ça que ça se passe, et tu vois, c'était vraiment mettre en lumière ce tabou-là. Et ça, j'ai senti que tout ce côté aventurière m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Et il m'a fallu aussi encore, dépasser ça. Si je vois le deuil périnatal comme une aventure, est-ce que si j'ai une petite décédée, je dois être triste toute ma vie, être en deuil comme on dit, tu vois, et c'est là où il y a plein de phrases qui viennent. On entend on finit jamais son deuil, ce qui m'a aidée en fait dans un premier temps, alors que maintenant je suis en mode non, je peux aussi me dire qu'il est fini et que j'ai une autre relation et que ça se passe autrement. Et je trouve que ça demande du courage et de l'audace de penser autrement que la pensée commune. Et de l'ouverture aussi, pour justement être à l'écoute de ta propre vérité à cet instant-là. Oui. Ouais. Mais sincèrement, je pense que l'aventure du deuil périnatal, c'est celle qui me demande et m'a demandé le plus de courage et de force et de puissance pour transcender tout ça, quoi. Pour en fait, c'est pas rien, quoi, de se prendre comme une immense claque tout ce qu'on peut vivre là-dedans. Ça, en fait, moi, ce que j'y repense que maintenant. Mais pendant la phase la plus crue et la plus difficile du deuil, je me revoyais beaucoup en Inde, avec tout le choc, tu sais, d'informations, tout le choc de cultures différentes, tout le danger qui pouvait être là, parce que franchement, c'était similaire un peu dans les dangers. On pouvait vraiment être, on peut croire qu'on va mourir en fait, hein, dans ces moments-là. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ok, peut-être qu'en fait je suis équipée, quoi. Là, tu vois, pour traverser, le vivre à ma façon. En fait, moi, c'est quoi ce qui m'attire le plus dans tout ce que j'ai vécu, c'est inventer ma vie sur mesure, quoi. Ouais. Et de faire un truc qui me convienne parfaitement, même dans ce qu'on pourrait croire le plus difficile, pour même trouver du fun dans le difficile, quoi. Tu vois, c'est pas être juste du lourd pour faire du lourd, et tu vois. Ouais. Mais ça, faut du temps. Après, faut... je suis pas du tout en train de dire qu'il y a une recette ou je sais pas quoi, hein. Mais c'était comment si peut-être la seule recette c'est s'écouter, quoi, et sentir ce qu'on veut vraiment et bien s'entourer. Je dirais ça. Mais du coup ça m'a... Donc ça c'était pour le deuil périnatal en lien avec Solange, et pour Azélie aussi pas mal d'audace pour changer mes plans, quoi, en mode aventurière. On voulait partir en instruction famille, finalement elle nous dit qu'elle veut aller à l'école.
Donc elle va à l'école, finalement je réalise que j'aime bien l'école, alors je crois que j'aimais pas. Et c'est à chaque fois, et puis je suis carrément ouverte à ce qu'elle n'aille plus à l'école, si elle veut plus aller à l'école, ou si d'autres choix. Et en fait j'aime bien, je crois que moi ce qui me faisait peur dans la maternité, de ce que je voyais, hein, des femmes que je connaissais avant, ou je pensais aux femmes de ma famille, c'est qu'il y avait quand même comme un chemin tout tracé, et qu'il n'y avait pas trop le choix. Alors que moi, dans ce que je vis, dans mon rapport à la maternité, c'est que il peut y avoir des surprises derrière chaque arbre, quoi. Tu vois, c'est vraiment... on avance et puis, ben, ça m'amène à savourer le moment présent, autant que je peux. Par exemple, quand il y a un moment que j'aime bien, tiens, par exemple, là, je trouve que notre rythme est cool, elle va à l'école, j'ai mon business que j'adore comme ça. Bah, franchement, c'est cool, notre organisation. Donc je savoure, parce que ça se trouve, dans 3 mois, ça va être vraiment différent. Donc voilà, c'est ça que ça m'a amené, quoi, avec la maternité. Ouais. Et là, en ce moment, dans ta relation avec tes filles, comment ça se manifeste, la curiosité, Enfin, est-ce que tu as l'impression de vivre ces valeurs de curiosité, folie, ouverture, intuition, courage tu vas dans la relation? Alors, je pense que mes filles me font encore plus grandir. Donc ça m'amène de la curiosité sur comment elles me questionnent le monde, comment ça remet en question les normes, les codes, moi mes pensées, à chaque fois de creuser un peu plus loin dans les couches d'oignons, quoi, tu vois, un petit peu ça. Ça me fait me remettre pas mal en relief avec moi quand j'avais le même âge qu'Azélie. Ouais. Et je pensais pas que quand elle était bébé, je pouvais me souvenir de comment c'était quand moi j'étais bébé, et ce que je pouvais vivre, et là quand elle a 4 ans en ce moment, c'est énorme en fait tout ce qu'elle me fait travailler. Est-ce que moi je vais rester figée sur non mais je crois que c'est comme ça qu'il faut être maman et où je me laisse porter. Par exemple hier je discutais avec Zélie, où j'avais franchement ça m'arrive franchement très fréquemment de faire des conneries, de pas prendre la bonne décision, de pas utiliser la bonne phrase, voilà, il y a un peu tout ça. Et j'avais fait un truc que j'avais pas trouvé bien. Et je lui dis, je suis vraiment désolée. Azélie, je suis désolée. Je lui dis, mais tu sais, j'apprends à être maman, quoi. Vraiment, je suis en apprentissage. C'est pas genre, c'est tout... Je sais déjà comment faire, non, j'apprends au fur et à mesure. Et là, elle a éclaté de rire comme pas possible. Et elle m'a dit, mais oui, je sais, maman. Elle m'a dit ça. Et je crois que c'est ça que ça m'apprend, tu vois, dans la curiosité. De me dire, bien tiens, quelle personne je vais être aujourd'hui, comment va être ma fille aujourd'hui, ça va être quoi notre relation. Et en même temps, je sens que le courage est de mettre de l'énergie dans cette relation comme un investissement. Parce que je crois beaucoup... Pour moi, c'est vraiment... On œuvre ensemble, quoi, pour avoir une relation. Sinon, ça peut s'étioler très facilement et qu'on soit que dans la confrontation. Mais c'est où cet endroit de complicité, de compréhension, de joie, de prise de recul, d'avoir chacune nos espaces, se retrouver, un peu tout ça. Et ça change, hein. Franchement, je suis pas la même maman qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Mes besoins, ils changent. Ses besoins changent, mes besoins changent. Et du coup, c'est presque des mises à jour à faire tous les 3 mois, quoi. Ouais, une réinvention permanente, finalement, de la relation et de chacun sa position. Oui, et puis pour Solange, c'est plus dans l'invisible. Et dans mes émotions. Et dans mon rapport à la spiritualité. C'est quoi mon hygiène invisible, tu vois, c'est plutôt ça. Et pareil en fait, moi je vois vraiment, même si elle est décédée, une relation, dans le sens, dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, quelles émotions que j'ai envie de ressentir pour elle, dans cette histoire, est-ce que j'ai envie de réinventer l'histoire, est-ce que j'ai envie de garder la même et continuer à créer des souvenirs avec des lieux où je vais, un peu comme des pèlerinages, des choses comme ça. Par contre, je suis très autonome dans le fait de faire ça. C'est là, pour le coup, je suis à fond mon intuition. Et je sais que je suis au bon endroit à chaque fois que je me sens bien. Et ce côté avec Solange m'a vraiment guidée, où, en fait, comme c'était extrêmement simple, en fait, Azélie et Solange sont vraiment mes grands guides. Ça me fait du bien, j'y vais. Ça me fait pas du bien, j'y vais pas. Et c'est pas plus compliqué que ça, tu vois. C'est vraiment, j'avance comme ça, et c'est très, très clair dans le corps. Et donc c'est comme si c'était poussé à l'extrême par rapport à ce que j'avais vécu en voyage. Comme je trouve que les émotions que je peux vivre pour mes filles sont encore plus fortes et multipliées.
eh bien ça amplifie le début que je pouvais sentir en voyage, quoi. Ouais, okay. De comment ça me guide dans la vie. Ça répond à ta question ? Ouais. Super. Est-ce que on parle de l'aventurière que tu incarnes aujourd'hui ? Du coup, on a parlé de ta maternité. Dans quels autres aspects de ta vie est-ce que tu vis cette aventurière qui est en toi Ok. Alors, ça va être surtout dans mon travail. Ouais. Je me sens aventurière dans le fait d'être à mon compte, d'être indépendante. Et moi, mon rapport à l'entreprise, au business, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était d'être businesswoman, vraiment. Et après, j'ai cru que c'était juste à la Défense avec une petite mallette noire. Quand j'étais ado, du coup, je me suis enlevée de la tête. Et en fait, je suis en train de redevenir businesswoman. Et là, là, j'ai 5 ans. Là, je suis trop contente. Et en fait, ça m'offre tellement de liberté. Et en fait, ça m'offre beaucoup de folie. Et par exemple, si je repense à Azélie quand elle était petite, comme j'étais à mon compte et je créais mes propres trucs avec mes propres structures, je voulais pas être séparée de ma fille. Et je me souviens quand j'ai repris, elle avait 3 mois, mais je pouvais pas me séparer d'elle. Donc Yann, mon mari, venait avec ma fille en porte-bébé, et puis il venait à tous mes ateliers de danse, partout. Et du coup j'étais bien. Et elle aussi elle était bien. Et puis puis je me souviens j'étais avec des ados pour un projet avec un collège. Et c'est là où j'ai trouvé la babysitter d'Azélie. C'est drôle, mais ce que je veux dire, c'est que je trouvais que ça changeait le regard des autres de se dire ah, c'est possible de faire ça. Après, je savais que dans cette phase de vie-là, quand elle était petite, je voulais vraiment être avec elle et je voulais proposer aux autres parents d'être encore plus avec leurs enfants. Donc j'ai créé la danse parent-bébé, parent-enfant, où là je pouvais vivre encore plus des temps de qualité. Et je me suis dit, attends, c'est énorme ce que je suis en train de vivre, je peux faire vivre ça à d'autres personnes. Mais j'ai inventé sur mesure quoi ces moments-là, donc là je me sentais vraiment en mode aventurière, c'est parti. Après j'en avais plus envie, donc j'ai arrêté. Et ce qui m'a guidée, ça a été après les rêves quoi. Donc j'ai créé mon entreprise La Rêverie. Et puis alors là je crois que j'incarne tout de l'aventurière de ce que je pouvais décrire. Et j'ai une sensation, en fait je m'amuse à travailler quoi. Ouais. Vraiment c'est comme si je jouais sérieusement à travailler. Ça fait ça de j'ai ce rêve, allez, je le fais. J'ai cette envie, allez, c'est parti. Je me laisse pas bloquer du tout par l'argent. Absolument pas. Je fais appel à ma créativité. Pareil. Et je crois beaucoup en ma valeur. Même si j'ai pas cette somme d'argent sur mon compte, mais je sais dans ce que je peux offrir au monde, j'ai telle valeur aussi. Donc les trocs, c'est possible, quoi. Et ça change tout. Il y a une dynamique qui est vraiment différente. Mais en tout cas, j'ai un axe, c'est que je veux faire que des choses qui me font plaisir. Donc, si ça me fait chier, je peux pas le faire. Donc, je trouve quelqu'un où la personne va avoir du plaisir à le faire. Oui. Parce que moi, je connais des gens qui ont un énorme plaisir à faire tout ce qui est administratif. Moi, j'ai envie que tout mon réseau soit que des gens qui aient que du plaisir à faire ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, je suis vraiment très contente. Et je garde encore ce côté très naïf comme j'ai pu avoir au début du voyage en Inde. Par exemple, j'ai lancé une formation d'astrologie. Je l'ai lancée alors que normalement, si je devais suivre un plan marketing, ça aurait été un lancement avec telle étape qu'il faut faire, tac, tac, tac. Et moi, j'ai lancé ma formation. Alors clairement, c'était un lancement où je devais avoir tant de personnes, mais dans ma tête, je m'étais pas dit que c'était un lancement. Juste, et venez, on va s'amuser à faire de l'astrologie. On va faire ça. Et je pouvais transmettre mes idées en dansant et en faisant n'importe quoi. En faisant n'importe quoi, en faisant ce qui m'amuse. Oui, avec une certaine naïveté aussi, de ce que tu disais tout à l'heure d'innocence, quoi. Oui, je crois. En tout cas, ça m'embête beaucoup dès que c'est lourd. Et dès que c'est trop sérieux, oui, c'est ça. Je m'ennuie, quoi. Ouais. Donc il y a ça qui est là. Et j'aime beaucoup. Je me sens très. Ce serait quoi le mot ? Par exemple, j'ai décidé d'être à la retraite une semaine sur 2. Parce que j'ai pas du tout envie d'attendre la retraite pour être à la retraite. C'est un concept auquel je ne crois pas. Du coup, je me dis, allez,
autant profiter maintenant de la vie, et en même temps, j'adore travailler. Donc je me suis dit, je fais un peu un entre-deux. Parce que quand je vois tous les projets, les rêves que j'ai envie de réaliser, et que j'adore glander, et vraiment rien faire, juste buller chez moi ou dans le jardin, il me faut du temps pour ça. Et donc de structurer mon année en plaçant d'abord mes vacances, mes temps de retraite, ça me permet d'être encore plus efficace dans mes temps de travail et ce que je veux faire. Et je trouve ça très... Ça agace beaucoup de personnes que je travaille très peu, que je fasse que ce qui me plaise, tout en gagnant de l'argent. Et en gagnant bien. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien en faisant tout ça, c'est vraiment montrer que il y a vraiment plein d'autres façons de faire possible que ce qu'on nous propose depuis petit. Et que c'est pas une utopie, c'est pas un rêve, je le vis, quoi. Et vraiment, il y a ça. Et ça m'amuse beaucoup, beaucoup de changer les codes. Mais c'est même pas dans un but de faire chier, hein, absolument pas. Hein. C'est juste de, moi, c'est quoi qui m'amuse. C'est vraiment que ça. Et donc, vraiment, il y a tout ça parce que je sens que je mets beaucoup de folie dans le fait d'être pleinement moi-même. De pas avoir peur. Par exemple, je me souviens, quand j'étais trop contente que la formation d'astrologie soit remplie, pour moi, c'était normal de mettre une perruque violette, une boule à facettes de boum, et tout en ayant une veste de costard pour danser, faire une vidéo et montrer tout ça à tout le monde, comme quoi j'étais trop contente. Ça, pour moi, c'est mes moments de folie. Ou quand j'ai des moments de folie et d'ouverture. Cette année, je me suis dit, je veux travailler qu'en collaboration. Et peut-être les autres années, j'aurais peut-être pas tant osé parce que j'aurais eu peur du rejet ou du refus ou tu vois, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, mais non, attends, avec qui j'ai envie de m'amuser pour tel projet? Et donc, je demande à la personne si elle veut bien. Et là, c'est un petit moment de folie en mode, allez, on y va, ça te dit, on s'amuse ensemble. Et jusqu'à présent, ça prend. Et donc, il y a l'ouverture aussi pour, en fait, parfois, c'est des gens que je connais pas du tout. Mais juste, je le sens. Donc, allez, c'est parti. Allez, on partage notre business ensemble. Mais en mode collaboration. Et j'aime bien les collaborations, chacun est indépendant, en même temps il y a un endroit où on se retrouve. Et je trouve ça léger, sympa, et j'ai l'impression qu'on grandit vraiment, et c'est un cercle vertueux, quoi. C'est comme ça que je le sens énormément. Et la curiosité, c'est que là j'ai la sensation de trouver enfin une approche, une méthodologie qui me convient. Dans le sens où, par exemple, j'ai trouvé tous mes projets de l'année, mais en me laissant des espaces libres. Et dans ces espaces, je sais que je vais créer des nouveaux projets. Moi, j'ai besoin de travailler avec plusieurs projets et de surtout pas me sentir enfermée, quoi. Donc là, voilà, 2022, j'ai jamais été aussi contente de commencer une année avec tout ce qui est prévu. Et tous les rêves possibles. En fait, il n'y a rien qui me semble impossible. Trop bien. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Puissance 2022. Ouais, même le mot qui me viendrait serait fleurissement, quoi. C'est parti. Ouais. Allez, on sème des petites graines par là. Elles prendront peut-être pas toutes, mais il y en a qui pousseront et ça va être joli. Et en tout cas, ça m'a fait du bien de planter les graines, tu vois. Ça m'a apaisé de faire ça. Donc, et puis, ouais, c'est aussi quelle place j'ai envie de laisser. Je vois beaucoup ma fille. Tu vois, c'est même si elle a décidé d'aller à l'école. Et je sais que l'emploi du temps que je me mets en place pourrait convenir même si elle ne va pas à l'école. Tu vois, je me mets aussi des temps de pause pour, moi je suis, franchement, si un jour elle veut pas aller à l'école, elle va pas à l'école, elle est pas obligée d'être malade pour pas aller à l'école pour moi. C'est juste dans ton énergie, tu sens que t'as pas besoin d'y aller là. Bon, tu restes là et puis moi je reporte. Je m'organise vraiment pour qu'il y ait de la souplesse dans mon quotidien et que le stress fasse pas partie du paysage. Ouais. Donc, et je trouve que l'alliance aventurière et maman m'amène à plus structurer des choses et en même temps de m'amener beaucoup de souplesse et de folie. Et les aventures, c'est un grand axe. Être maman, c'est encore un plus grand axe, je trouve. Et à l'intérieur, j'essaye de danser, tu vois, avec tout ça pour... comme si j'étais en train de créer un spectacle, tu vois. Moi, j'aime bien imaginer la vie comme si c'était une œuvre d'art. Et j'ai envie qu'il y ait quelle couleur, que ce soit quelle forme, quel matériau, tu vois, des trucs comme ça. Et ça change souvent. Ça me fait ça. Voilà, pour côté aventurière après. Chouette. Ouais. Super. Je m'amuse bien. Eh ben, merci Maëlle. Avec plaisir. Pour ce temps partagé et cet archétype de l'aventurière que tu nous as
que t'as rayonné avec nous aujourd'hui. Ouais, on verra le tout dernier projet aventurière et maternité, je pense qu'il va bien ensemble, ce sera un projet d'adoption d'enfants. Et là, ce sera une nouvelle aventure, mais alors je crois que ça combine, c'est un bon nectar de chaque pour vivre cette aventure. Voilà, ça sera suite prochain épisode. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair que là, c'est un bon coup, un bon combo. C'est ça. Et bah à bientôt Mel. À bientôt, merci Emma de m'avoir montré ma vie sous un autre angle d'aventure. Avec grand plaisir. J'avais pas conscience de ça. Et ben salut. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un joyeux moment avec nous. N'hésite pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur le compte Instagram dansleventre2.venus. Je te souhaite une belle journée. À très vite.